Deuxième point, le message. Pas de slogan compliqué ou partisan. L'idée, c'est de trouver des phrases simples, directes, dans lesquelles une majorité de la population peut se reconnaître, peu importe ses opinions politiques ou ses origines, des frustrations communes, en somme. Et ça nous amène à la troisième tactique, qui est absolument fondamentale. Une révolution doit frapper là où est le pouvoir, la capitale. C'est là que se trouvent les ministères, les médias, les symboles du régime. L'histoire récente, de Tunis à Kiev, en passant par Ouagadougou, nous le montre bien. Tout ça peut sembler un peu chaotique, mais figurez-vous qu'il y a une sorte de science derrière le succès des révolutions. Des chercheurs se sont penchés sur la question et les chiffres sont assez parlants. La question qui tue, c'est évidemment: il faut être combien pour que ça marche? Une étude s'est amusée à analyser des centaines de mouvements de contestation pour trouver le fameux point de bascule. Et la réponse est assez surprenante. Il suffirait de mobiliser activement 3,5% de la population. Alors dit comme ça paraît peu, mais 3,5% de la population française, par exemple, ça représente quand même 2,4 millions de personnes dans la rue. Mais attention, ce chiffre de 3,5% ne fonctionne que sous une condition essentielle, et ce graphique le montre très bien, la non-violence. Les études prouvent que les mouvements non-violents ont plus de 2 fois plus de chances de réussir. C'est énorme. Donc, si on résume, le succès repose sur plusieurs piliers. Atteindre ce seuil de 3,5%, rester strictement non-violent, avoir une grande diversité parmi les manifestants, et le point final, le plus décisif, réussir à convaincre une partie des élites qui soutiennent le régime, comme l'armée ou la police, de basculer du côté du peuple. On arrive à la dernière étape. Le dictateur est tombé, il a fui le pays. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. En réalité, c'est là que le travail le plus difficile commence. L'exemple du Burkina Faso est encore une fois très parlant. Le départ de Blaise Compaoré, c'était une immense victoire, bien sûr. Mais ce n'était que la première étape d'un marathon bien plus long, celui de la reconstruction. La chute du régime ouvre une période de transition qui est à la fois cruciale et très fragile. L'enjeu, c'est de réussir à démanteler complètement l'ancien système, de refonder les institutions sur des bases saines et démocratiques pour enfin organiser des élections vraiment libres et transparentes. C'est ce qu'on a pu observer au Népal, par exemple. C'est une période où la vigilance est maximale. Les leaders politiques qui mènent cette transition ont une responsabilité immense. Parce que, bien souvent, les partisans de l'ancien régime n'ont pas dit leur dernier mot et tentent de revenir aux affaires, ce qui met en péril toute la reconstruction démocratique. En fin de compte, la chute d'un dictateur n'est pas vraiment une fin en soi, c'est plutôt un point de départ. C'est le début du véritable défi, la construction patiente et complexe d'une nouvelle société et la mise en place d'institutions démocratiques qui soient véritablement solides.